Comme on a fini l'histoire de la famille québécoise, on va faire une courte synthèse du passage de la famille traditionnelle, moderne, vers la famille postmoderne. Alors, un petit rappel, d'abord, le passage se fait de la famille clan, centrée sur la communauté, qu'on disait traditionnelle, à la famille couple, centrée sur la petite unité de vie privée suite à l'urbanisation et l'industrialisation, à la famille individu dans l'ère postmoderne, centrée sur les désirs et les besoins de chacun des individus. Il faut se souvenir que ce sont des modèles théoriques, des tendances, et que personne n'est parfaitement dans l'un ou l'autre de ces modèles. Ça nous aide à comprendre la réalité, ça nous aide à cerner les comportements des gens, mais on ne peut pas imaginer que les individus, des familles sont exactement correspondants à toutes ces caractéristiques. En général, on parle davantage de changement que d'évolution. Évolution, ça supposerait que tout va pour le mieux, qu'on va dans la direction d'un progrès. Alors, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est pas nécessairement positif. Alors, il y a par exemple beaucoup plus de solitude et de détresse et moins de soutien pour beaucoup d'individus dans la famille postmoderne. La notion de durée dans les liens conjugaux autant que dans les liens familiaux, quelque chose de moins évident, c'est plus abstrait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la durée. Les repères d'appartenance sont beaucoup moins clairs, ont changé que dans la famille traditionnelle. Les repères d'appartenance, je parle de la famille postmoderne. Donc, il y a des conséquences négatives au plus grand individualisme qu'on reconnaît dans la famille postmoderne. Il faut dire aussi que ces changements-là ne sont pas pour tous en même temps. Autrement dit, on ne peut pas donner une date puis dire en 1961, tout le monde est passé de la famille traditionnelle à la famille moderne. De la même façon, le passage de la famille moderne à la famille postmoderne se fait graduellement, pas à la même vitesse pour tout le monde. Les changements se passent en fonction des appartenances, des milieux sociaux, des milieux géographiques et culturels. C'est clairement pas synchronisé. On dit généralement que les gens plus scolarisés, plus favorisés, les comportements postmodernes apparaissent d'abord chez ces gens-là, ils sont plus susceptibles de s'y retrouver. On peut imaginer que si on divise la société en trois parties, de moins favorisés, de moyennement favorisés et de favorisés, on risque de retrouver une partie des trois modèles. Il y a plus de comportements traditionnels dans les familles moins favorisées, de comportements modernes dans les milieux de classe moyenne et de comportements postmodernes dans les milieux favorisés. Ça, encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Il y a évidemment une multitude d'exceptions. C'est très difficile à étudier, à mesurer, comme tous les comportements humains. Alors, on a réalisé une étude à partir de dessins d'enfants. Cette enquête a été réalisée au début des années 2000. On a tout simplement donné comme directive à des classes d'enfants de dessiner sur une feuille vierge la famille. On a fait cette enquête dans trois milieux distincts, un milieu défavorisé, un milieu de classe moyenne et un milieu favorisé. Et clairement, quand on analyse ça, ce qu'on appelle une analyse de contenu, quand on analyse les dessins des enfants, il y aurait un dessin type qui ressort pour chacun des milieux. Dans les milieux défavorisés, un dessin qui met l'accent sur le collectif, avec aucun trait de personnage. Dans les milieux de classe moyenne, un dessin qui met l'accent sur la cellule privée et sur les caractéristiques de sexe et d'âge des personnes. Dans les milieux favorisés, un dessin qui caractérise assez précisément chacun des personnages avec des éléments particuliers. Est-ce que vous avez deviné à quel dessin correspond quel type de famille? Eh oui, vous aviez deviné. Alors, le dessin A, si on retourne, le dessin A
correspond à plus de personnes. Alors, dans les milieux défavorisés, on dessinait en général plus d'individus dont la forme et les caractéristiques étaient indistinctes. C'est-à-dire, vous voyez ici, il n'y a absolument aucune façon de distinguer si c'est un homme ou une femme, un enfant ou un parent. Tous étaient liés autour d'une activité, dans ce cas-ci, le feu. C'était l'activité qu'on voyait le plus souvent. Dans le dessin B, alors il y a moins de personnes. Nécessairement, dans les milieux de classe moyenne, les enfants dessinaient moins d'individus qui étaient distingués par le sexe et par l'âge. Vous regardez, vous voyez bien des plus grands et des plus petits, des hommes et des femmes. On insiste aussi sur le fait que dans la plupart des dessins de classe moyenne, il y avait une habitation, une maison, une référence spatiale. Troisième dessin, quelques individus, alors encore moins dans les milieux favorisés, il y avait encore moins d'individus, et là, on insistait davantage sur les traits caractéristiques personnels. Alors, dans ce cas-ci, le grand-père avec la pipe, la sœur avec le skateboard, le frère. Alors, des caractéristiques particulières, les cheveux, des yeux, les couleurs d'yeux. Alors, tout ça, c'est de façon assez claire, insiste sur l'individu.